Shavuot mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Et le thème ce soir, le débat, c'est éducation sévère ou cool. D'accord? C'est une question qu'on m'a posée. Quelqu'un m'a dit, et je me suis beaucoup reconnue dedans, c'est pour ça que je suis très contente de répondre, et très pressée de répondre. Elle m'a dit, voilà, j'éduque mes enfants, j'essaye de faire ce qui me semble être bon pour mes enfants. En l'occurrence, j'écoute tes vidéos, elle me dit, et puis aussi, je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais elle me dit donc, voilà, souvent on me fait ressentir autour de moi que je suis une maman trop cool, trop gentille, que je me fais écraser par mes enfants, Chasvé Shalom, d'accord, je n'ai pas pu m'empêcher parce que bon, c'est une image qui est tellement fausse, se faire écraser par ses enfants, genre tes enfants vont t'écraser, quoi, c'est n'importe quoi. Alors, bref, tu sais pas tenir tes enfants, tu sais pas t'en occuper. Et elle me dit, donc les gens autour de moi me donnent le sentiment que je sais pas m'occuper de mes enfants, que je ne sais pas les maîtriser. D'accord? Que je ne sais pas mettre une barrière, que je ne sais pas, comment dire, avoir une autorité sur eux. D'accord? Que faire? Ont-ils raison? Ont-ils tort? Comment réagir? Comment prendre les choses? Et donc, c'est vraiment tout un thème. J'ai vu aussi qu'il y avait eu un gros débat sur Facebook. Éducation sévère, éducation cool, éducation stricte, quels sont les résultats, qui peut témoigner des résultats, etc. D'abord, en général, une personne ne peut pas venir témoigner des résultats d'une éducation stricte dans la petite enfance, car ce sont des choses dont on n'a même pas conscience. En général, ce qui se passe dans la petite enfance ne reste pas dans la petite enfance. Elle nous suit tous les jours de notre vie après, mais ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment témoigner. Je ne peux pas témoigner que dans ma petite enfance, mes parents ont été stricts ou pas, et donc je suis bien dans mes baskets ou pas. C'est quelque chose qui fait partie de soi, d'accord? Même les psychologues, quand ils veulent faire une thérapie à quelqu'un, ils lui expliquent qu'il y a le conscient, il y a le subconscient. Et le subconscient, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas y accéder. Même les psychologues ne peuvent pas accéder au subconscient de la personne. C'est très difficile parce que le subconscient de la personne, c'est la base, c'est la fondation de sa vie et c'est ce qui se construit de 0 à 3 ans, de 0 à 5 ans, de 0 à 7 ans, on va dire, la petite enfance, et puis après, les années d'après sont aussi très importantes. Mais ces premières années, ce sont des années sur lesquelles on a peut-être des vagues images, des vagues souvenirs, mais l'atmosphère qu'il y avait alors dans cette petite enfance est ce qui va nous construire pour la vie. C'est ce qui va gérer notre vie au quotidien. Est-ce qu'on va être, on va avoir confiance en soi ou pas? Est-ce qu'on va avoir le sentiment qu'on va se moquer de soi? Toutes ces petites voix intérieures, d'accord, qu'on vit au quotidien, d'accord, qui peuvent être bonnes et des fois moins bonnes, toutes ces petites voix intérieures prennent naissance dans la petite enfance, dans l'atmosphère que l'enfant a eue pendant la petite enfance. Est-ce qu'il y a eu de la chaleur? Est-ce qu'il y a eu de l'amour de maman? Ou est-ce que je me suis sentie en danger? Je me suis sentie mal aimée? Je me suis sentie abandonnée, rejetée? Ce sont des sentiments très forts, très très forts, et on n'est pas conscient à quel point c'est fort. On ne prend pas suffisamment conscience à quel point c'est décisif pour la vie de l'enfant, pour la vie du futur adulte. On ne se rend pas compte. Et ces choses-là donc sont très très importantes. La chaleur humaine, la chaleur maternelle est très très importante pour le bon devenir de l'enfant. Maintenant, j'aimerais parler d'un thème vraiment très 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 d'actualité. La question c'est, selon chaque génération a eu sa façon de concevoir l'éducation. Chaque génération a éduqué à sa manière. Et c'est pour ça qu'en général, les grands-parents, les parents sont toujours un peu décalés, se sont toujours un peu décalés par rapport à l'éducation que leurs enfants ou petits-enfants donnent à leurs enfants eux-mêmes. Souvent on peut entendre mais moi je vous ai pas éduqué comme ça, mais tu sais ton grand-père il nous éduquait pas comme ça, et ton grand-père il suffisait d'un sourcillement et on était assis à table, pas un mot, tu sais, on entend souvent parler de ce décalage dans la bouche des adultes des générations précédentes, et c'est normal, parce que en effet les générations évoluent, les générations avancent, les générations sont toutes différentes. D'un point de vue, je vous parle,
croyant, d'un point de vue juif, d'un point de vue Torah, d'un point de vue de l'historique du peuple juif, d'accord? L'historique du peuple juif est différente à chaque génération. Chaque fois, il y a des changements. Une fois, on est en Afrique du Nord, et puis après, on se retrouve à naître à Paris, ou à Toulouse, ou à Marseille, et puis après, on se retrouve à naître à Jérusalem, et puis donc toutes les générations changent et évoluent, et à notre grande joie, Baruch Hashem, l'historique du peuple juif évolue et avance. Donc chaque génération va en fonction de cela évoluer. Donc nous avons la chance d'avoir un très grand Rav, Zecher Tzadik Livracha, le Rav Kook, qui nous a laissé une lumière extraordinaire dans sa Torah et dans ses explications. Et il a écrit un écrit très connu pour ceux qui étudient le Rav Kook, qui s'appelle Mahamar Ador. En français, ça veut dire l'édit de la génération. Il a défini, il a vécu il y a à peu près, je sais pas, 50, 100 ans, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, et il a écrit déjà à ce moment-là tout un livre, tout un écrit sur ce qu'est la nouvelle génération, ce qu'est la génération à venir, avec toutes les propriétés propres à cette génération. Et il explique que cette génération-là, dans laquelle il décrit cette génération-là dans laquelle on se trouve maintenant, d'accord? Pas sa génération à lui. Il avait une vision suffisamment qui allait dans le temps, qui transperçait le temps pour pouvoir définir et comprendre comment est faite cette génération de maintenant. Et il explique que tout celui qui veut parler d'éducation, mais qui ne prend pas en considération la génération dans laquelle on se trouve, a tout faux de A à Z. Il ne peut pas éclairer le monde par sa compréhension d'éducation, par sa compréhension de ce qu'est Nefesh Hayeled, ce qu'est l'être de l'enfant. Qu'est-ce qu'est un enfant par essence, s'il ne prend pas en considération la génération dans laquelle on se trouve. S'il ne prend pas en considération que l'on se trouve dans ce qui s'appelle Dor HaGeoula, c'est-à-dire la génération de la délivrance. Nous sommes dans la génération de la délivrance, puisque dans la Gemara, il est écrit que quand la terre d'Israël redonnera ses fruits à son peuple, ça veut dire, ça sera ce qui s'appelle Ketz Megoulé, c'est-à-dire ce sont des signes qui montrent par là que c'est la période de la délivrance. Donc si une personne n'est pas au courant que c'est la période de la délivrance, ou ne reconnaît pas, parce qu'il dit je sais ce que c'est la période de la délivrance, c'est certainement pas celle dans laquelle on se trouve, donc je ne reconnais pas que c'est la période de la délivrance, il ne peut pas nous aider et nous éclairer sur l'éducation. Pourquoi? Parce que la génération de la délivrance est unique en son genre. Unique en son genre. Si on croit que nos enfants sont les mêmes que nous, lorsque nous étions enfants, sont les mêmes que nos parents, les mêmes que nos grands-parents, et on peut utiliser les mêmes techniques d'éducation, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On se trompe fortement. Il faut comprendre que nous avons affaire à des âmes Neshamot Geouliyot. Les Neshamot de la Géoula. Ce sont des âmes de délivrance. C'est des âmes très spécifiques, nouvelles, des âmes nouvelles. Ce sont des âmes nouvelles qui amènent la délivrance, qui font partie de la délivrance. Donc c'est quoi la délivrance? C'est le retour du peuple juif sur cette terre, et c'est le fait de se diriger vers la reconstruction du temple et de récupérer ce qui nous appartient. C'est la délivrance, c'est la venue du Messie. C'est une période formidable et fantastique qui vaut mieux le coup de connaître, ça vaut le coup de la connaître, cette période dans laquelle on vit, d'étudier sur ça, parce que sinon, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de nous. On peut être dérangé ou gêné par certaines choses, et on ne se rend pas compte en fait que ce sont les étapes même de la délivrance. Et donc, ces enfants même, des fois, ont des propriétés. Des fois, le Rav Kook parle de chutzpah. Chutzpah isge, c'est-à-dire qu'à la période du Mashiach, il y aura du culot. Il y aura du culot chez les enfants. Ils n'auront pas peur. Ils n'auront pas peur. Parce que les âmes qui sont descendues, qui sont nées en galoute, qui sont nées en exil, d'accord, qui sont nées en dehors de la terre d'Israël, en diaspora, eh bien ces âmes sont des âmes de diaspora, sont des âmes soumises dans leur essence, sont des âmes craintives dans leur essence, parce que il est dit dans la Torah que lorsque tu es en dehors de ta terre,
Tu ne peux pas croire en ta vie, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas vivre tranquillement parce que tu ne sais pas si demain tu vas te faire attaquer. Donc on ne peut pas vivre en diaspora et lever la tête haut. Donc, relever la tête. On ne peut pas parce qu'il faut se faire silencieux, il faut se faire passer partout, il faut se faire, comment dire, passer incognito et se faire le moins remarqué possible. Je ne sais pas si ça vous parle, surtout en cette période. Voilà, ce sont les propriétés de Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël. Quand on revient en terre d'Israël, pour construire le pays, pour récupérer le pays, pour faire face à ces épreuves de la terre d'Israël que cela demande, il faut des âmes qui ont la tête relevée, qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, qui sont sûrs d'eux, qui ont confiance en eux. D'accord? Donc quand les parents ne sont pas au courant de cela, de ces propriétés, et qu'ils traduisent la confiance en eux de leurs enfants comme un manque de respect, j'ai haussé le ton, j'ai levé le sourcil, je lui ai dit, ah dis donc, et il a continué de jouer au ballon. Il m'écoute pas, quoi. Il a continué, parce qu'il croit en lui, Il a tout un bagage, Dieu merci, au niveau intérieur de son essence, où il croit en lui, d'accord? Il n'est pas écrasé comme un tapis, comme une serpillière, il a des forces intérieures, des forces puissantes que le parent, c'est quoi le rôle du parent juif en cette génération? C'est de conserver cette force, de conserver ces énergies de force, de vie, d'accord? C'est tout ce qu'on demande aux parents. On ne te demande pas d'aller inventer des forces que ton enfant n'a pas et qu'il faut que tu ailles chercher à l'extérieur pour mettre à l'intérieur de lui. On ne te demande pas d'aller courir après toutes sortes je sais pas, de cours, de machins, de trucs. On ne te demande pas d'aller lui acheter plein de choses. On ne te demande pas, il n'y a rien à faire si ce n'est que de se travailler soi-même intérieurement. De comprendre à qui nous avons affaire, qu'est-ce que nous avons entre les mains, et d'accepter, de tolérer, de permettre, d'encourager, d'accord, d'être joyeux, d'être heureux, parce que ça, les enfants le ressentent. Est-ce qu'on est heureux quand ils s'expriment? Est-ce qu'on est frustré parce qu'on aurait préféré avoir moins de bruit? Ils le ressentent. Et donc, c'est à nous de travailler sur nous. C'est pas à nous de travailler sur eux, c'est à nous de travailler sur nous. D'accord? Les cours d'éducation que donc j'étudie avec la rabbinite Dinara, elle appelle ça les cours d'éducation. Pas les cours d'éducation des enfants. Les cours d'éducation, parce que on s'éduque soi-même, nous les parents. Nous les parents, on doit d'abord s'éduquer, on doit s'éduquer soi-même, c'est pas d'abord, c'est on doit s'éduquer soi-même, et le reste se fera automatiquement, le reste se fera avec une facilité, le reste roulera comme sur des roulettes, si moi j'ai fait mon travail intérieur d'affinement du caractère, c'est-à-dire de patience avec mon enfant, d'acceptation de l'être, d'acceptation des forces de vie qu'il a en lui, d'accord? Même si mon enfant n'est pas né en Israël, il fait partie de ces âmes de la délivrance. D'ailleurs, et on a tout intérêt à les ramener dans leur environnement, dans leur bain, qui est la terre d'Israël. On leur rend un grand service à ces âmes de cette génération-là, en les ramenant en Israël, parce que c'est l'endroit où il y a le meilleur engrais, d'accord, le meilleur engrais pour permettre à ces âmes de se développer comme il faut. Parce que quand ces âmes sont éduquées à la lumière de la diaspora, à la lumière de la soumission, à la lumière de d'accord, on vit dans une bibliothèque nationale, on est dans une bibliothèque, d'accord, quand on se lève le matin, quand on rentre l'après-midi, le Shabbat, d'accord, c'est la bibliothèque, d'accord, donc quand on éduque des âmes, quand on écrase des âmes de délivrance, des âmes nouvelles sur ce type de réaction, d'accord, de les faire taire, de les écrasez-vous, taisez-vous, pas de bruit, ne jouez pas, ne faites pas, d'accord. Donc les enfants, si vous voulez, ils se sentent en porte-à-faux, ils se sentent comment dire, qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, d'accord. Ils se sentent en faute. Ils se sentent en faute. Ils ont l'impression d'être au commissariat en permanence. C'est le commissariat. D'accord, quand ils rentrent de l'école, ah mon chéri, ça va, mets tes chaussures à l'endroit, mets ton manteau à l'endroit, t'as mis ton sac, j'ai rangé le salon, je vous préviens, vous salissez pas, pas les chaussures, pas les trucs, d'accord. Ça, le problème, si ça a lieu une journée dans l'année, d'accord, une journée dans l'année, on fait la journée de thème
commissariat, chacun met ses affaires là où il faut. Le problème, c'est que c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Ça devient le langage du parent, d'accord? Ça devient le langage du parent, et c'est extrêmement nuisible pour l'enfant, extrêmement nuisible qu'on soit sur son dos à lui faire ressentir. On ne se rend pas compte, en général, le parent ne rend pas compte de ce qu'il fait ressentir à son enfant, sinon il ne le ferait pas. Le parent pense à tous les efforts qu'il a fait, à l'image qu'il voudrait avoir de sa maison. Il aurait aimé que ça reste encore un peu un catalogue, encore quelques minutes, encore quelques heures si possible. Il y a des invités qui vont arriver, donc il veut montrer une bonne image. Il ne pense pas vraiment à ce que ressent l'enfant. Mais ce que ressent l'enfant à ce moment-là, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable pour un enfant de rentrer chez soi et d'être harcelé par le parent. Harcelé surtout. Déjà, une journée à la maternelle, une journée à l'école, une journée au collège, au lycée, etc., à la yeshiva, ça demande beaucoup d'efforts pour l'enfant. De devoir s'asseoir sur une chaise, d'écouter le professeur pendant une heure entière. Des fois, nous-mêmes, est-ce qu'on a la force d'écouter une personne parler pendant une heure? D'accord, on force nos enfants, et c'est pour leur bien, on va dire, c'est pour leur bien, on leur enseigne ce qu'il y a à leur enseigner. Mais pendant des heures, ils vont rester assis sur une chaise devant un professeur, ils doivent rendre des copies, ils sont jeunes, ils sont petits, ils ont des frêles épaules. Ils doivent répondre à ça, et rendre ce test, et ça, et les devoirs, et la pression, et qui a fait ça, qui a ça. Et l'ordre, c'est connu qu'à l'école, les professeurs sont les pros de l'ordre des punitions, et si tu fais ça, t'as pas ça, si tu fais pas ça, t'as ça. Maintenant, taisez-vous tous, va chez le directeur. Donc, c'est déjà à l'école, il y a cette ambiance de commissariat un petit peu, enfin d'ordre. Ils sont obligés, sinon ils peuvent pas tenir tous ces enfants. Mais au moins permettre, quand l'enfant rentre à la maison, lui permettre de respirer. Parce que quand est-ce qu'il va respirer sinon? Quand est-ce qu'il va respirer? Il sera obligé de s'éloigner de la maison. Il sera obligé, dès qu'il en aura l'occasion, dès qu'il pourra se payer un billet de bus ou de métro, il va s'enfuir. Il va fuir la maison. Parce que c'est juste impossible. Déjà, toute une journée à devoir répondre à un protocole, à devoir répondre à des ordres très spécifiques, très... C'est quand que l'enfant vit sa vie d'enfant, c'est quand qu'il respire, c'est quand qu'il met à jour ses propriétés d'âme, de délivrance, c'est quand qu'il est un enfant, qu'il est lui-même, d'accord? Si partout où on ne lui permet pas d'être lui-même, c'est au bout d'un moment de souffler, d'accord? De jeter ses chaussures. Eh bien, ok, il a jeté ses chaussures. Il y a une histoire d'un grand rabbi qui enseignait l'éducation à ses étudiants, ses élèves, et un jour, ses élèves sont venus à la maison, et ils ont vu un des enfants du rabbi sauter sur les fauteuils, d'un fauteuil à l'autre, d'un fauteuil à l'autre. Et au bout d'un moment, il est monté sur la table. Et les élèves étaient choqués. Rabbi, pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas votre enfant? Pourquoi est-ce que vous ne lui faites pas une remarque? Vous nous enseignez l'éducation, pourquoi vous ne vous tenez pas votre enfant? C'est ça votre éducation? C'est ça le fruit de votre éducation? Et le rabbi a répondu, je ne sais pas c'est quoi son nom exactement, c'est une histoire très connue, le rabbi a répondu que toutes les façons d'agir des enfants qui ne risquent pas de se perpétuer au-delà de l'âge de 30 ans, d'accord? Ça ne sert à rien de les reprendre sur cela. Ça veut dire que, est-ce qu'on a déjà vu un être de 30 ans sauter sur des fauteuils? Non. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un de 30 ans monter sur la table? Non. Avec le temps, ça s'apaise, ça se calme, on cherche autre chose, on a une tranquillité d'esprit, on se calme, etc. À quoi ça sert de courir après un enfant toute son enfance pour lui dire d'arrêter de faire du bruit, pour lui dire en quelques mots, arrête d'être un enfant, sois déjà un adulte. Ah, si seulement tu pouvais déjà être un adulte, naître et être un adulte, m'aider pour le ménage, ne pas salir, ne pas déranger, dire merci, dire comment tu t'appelles, répondre rentrer à la maison avec des bonnes notes. Ah, si seulement tu pouvais être déjà construit. On tombe des fois dans ce panneau. Et donc, une maman intelligente, c'est une maman qui permet à son enfant d'être un enfant. C'est une maman qui comprend qu'elle-même a été un enfant et qu'elle-même a eu besoin aussi de ces moments de distraction, de rêverie, de jeter ses chaussures n'importe où, de jeter son sac n'importe où. C'est toute une période où la tmimout ayaldout, c'est-à-dire la candeur de l'enfant est très perceptible.
Et il a comme une bulle autour de lui qui le protège de toutes les agressions extérieures. C'est un miracle du Créateur. Le Créateur a créé l'enfant de façon à ce qu'il ait une bulle autour de lui qui le protège. C'est pour ça que des fois tu fais du cynisme avec un enfant, ce qui est très très négatif. Tu te moques de lui et l'enfant ne comprend même pas ce que tu veux, d'accord? L'enfant ne comprend pas, même pas ce que tu veux. Un enfant est en train de faire des galipettes, un invité arrive, il lui dit des choses pas sympathiques. Eh, qu'est-ce qu'il a cet enfant-là? Eh ben dis donc, il est mal éduqué votre enfant-là. L'enfant entend les choses et il continue de faire des galipettes. Il va pas s'arrêter pour autant. Un adulte qui essaie d'être un peu d'être lui-même, qui fait quelque chose, qui se lance pour faire quelque chose et tout d'un coup il entend les gens qui disent mais t'es nul et tout. En général, l'adulte va naturellement se refermer sur lui-même, s'arrêter, se recroqueviller, oh là là, mince, j'ai fait mauvaise impression. Dieu merci, l'enfant est en bonne santé, il ne cherche pas à faire impression. Dieu merci. Eh bien, il faut au maximum protéger cette bulle de l'innocence de l'enfance, où il ne cherche pas à faire bonne figure forcément. Il cherche avant tout à être lui-même et à vivre ce qu'il doit vivre. À vivre ce qu'il doit vivre. À être en accord avec la période qu'il est en train de vivre. Et c'est possible de protéger cette bulle. C'est possible de protéger cette... Il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire, mais on peut protéger cette bulle jusqu'à l'âge adulte. C'est possible, c'est possible. D'accord? Il faut être des parents idéalistes et croire qu'on peut y arriver. D'abord, bien sûr, la première base pour permettre à l'enfant de ne pas sortir de sa bulle, c'est de ne pas avoir de smartphone, de pas mettre de smartphone entre les mains des enfants, pas d'écran, le moins d'écran possible, zéro si possible, zéro écran entre les mains des enfants. Déjà pour se donner toutes les chances de pouvoir faire perdurer cette candeur de l'enfant. Et si vous avez déjà donné des smartphones à vos enfants, rien n'est perdu, vous pouvez toujours leur retirer. Ils feront une journée de crise, 2 journées de crise et ça passera. Ça passera. Il y a une femme qui a écrit un livre extraordinaire, une Anglaise. Je ne sais pas comment s'appelle le livre, en tout cas, une femme non juive qui a 2 enfants, et qui a vu que ses enfants tombaient vraiment de façon terrible dans le fait d'être addicts et complètement accros aux écrans. D'accord, ils rentraient de l'école, écran, ils se levaient le matin, écran, c'était toujours les écrans, il n'y avait plus de discussion entre elle et ses 2 fils. Et elle a décidé de faire un geste courageux, elle a décidé d'emménager sans les écrans dans un endroit où il n'y avait pas de connexion internet. Et donc ils sont partis vivre dans un endroit complètement désert. Une femme non juive qui a écrit ça, une forêt complètement déserte au niveau des habitants, d'accord, pas d'habitants du tout, c'était les seuls. Et là-bas, ils ont refait leur vie. Elle a emménagé dans une petite maisonnée avec la cheminée, le feu de bois, l'ambiance vraiment à l'ancienne avec les petits livres, le feu qui griotte et tout ça. Et donc pas d'écran et pas de connexion internet. Bien sûr, les premiers jours, les enfants 14 et 16 ans, me semble-t-il, ont fait des crises, se sont énervés contre leur mère. Tu nous as tout enlevé, tu nous as tout retiré, tu nous as enlevé la vie. C'est vraiment, vous savez, le processus de quand une personne est droguée, vraiment prendre la drogue et qu'on veut l'aider à se sevrer, on l'amène dans un centre de sevrage et c'est connu que les premiers jours, peut-être les premières semaines, lorsque la personne se retrouve sans sa drogue et enfermée dans une salle, au début, elle est très nerveuse. Au début, la personne est très nerveuse. Elle sent le manque très fortement. Donc, voilà, c'est pareil avec les écrans. Les jeunes hommes, voilà, étaient vraiment en colère contre leur maman et tout ça. Leur maman, cette femme courageuse, a tenu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui l'a fait tenir. C'est une force extraordinaire de tenir, malgré tout. Et après quelques semaines, ils se sont mis à vivre des moments incroyables. Ils partaient dans la forêt, faire des balades à vélo. Et les enfants se mettaient à regarder les animaux, les oiseaux. Ils n'étaient pas sortis. Regardaient autour d'eux depuis des années. C'était école, maison, écran, école, maison, écran, embouteillage, voiture, et c'est tout. Et là, tout d'un coup, ils passaient des moments de paradis avec leur maman. Le soir, chacun lisait un livre, elle tricotait. Eux, ils se sont remis à lire des livres. Ils avaient complètement arrêté de lire des livres. Devant le feu de la cheminée, elle a écrit un livre sur ça. Un livre qui s'est très très bien vendu, un best-seller, je ne sais pas comment il s'appelle, en anglais. Les jours de nuages, je crois, je ne sais plus, un truc comme ça, je ne sais plus. En tout cas,
je trouve que c'est une histoire très belle. D'abord, j'imagine tout à fait l'ambiance de la forêt comme ça, avec la petite maisonnée et les enfants qui reviennent à eux-mêmes et les moments de rêve avec la maman. Et ça construit, ça soude, et puis ça construit pour la vie. Ça construit pour la vie. Donc nos enfants, voilà, c'est déjà pour leur permettre de garder ce cadeau qu'ils ont reçu déjà à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur c'est en eux. Dieu les a fait descendre avec ce qui s'appelle Tmimut Hayaldout, c'est-à-dire la candeur de l'enfance. La candeur de l'enfance. Et cette candeur de l'enfance, déjà, donc, pas d'écran, un minimum d'écran, enfin, pas d'écran du tout. Moi, je dis 0 écran, on peut le faire, on peut y arriver. Parce que quand je dis 0 écran, alors les gens me disent non, déjà, ça, c'est difficile, déjà, le smartphone, c'est difficile, alors en plus, la télé, c'est pas possible, c'est difficile. Non, c'est faisable, c'est possible. C'est juste que nous, adultes, on est tellement accros. Quand on est accro, on est tellement accro qu'on croit que nos enfants ne pourront pas s'en sortir. Mais c'est égoïste. C'est super égoïste comme façon de penser, parce que c'est nous qui sommes accros. C'est nous qui ne savons pas en vérité, on a une voix intérieure, mais toi, comment tu vas faire sans télé? Les enfants, ok, bon, ils vont pleurer 2 jours, 3 jours, et encore, si tu leur achètes des petits cadeaux ce jour-là, tu leur achètes des super livres qu'ils avaient envie de lire, crois-moi qu'ils n'y verront que du feu, ils ne verront rien. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais je suis sûre, je crois en cela. Achète des jeux intéressants, achète des livres intéressants, et les enfants ont en eux cette force d'émerveillement qui est encore là, et qui n'attend que d'être utilisé. Et face aux écrans, on n'utilise pas du tout cette force d'émerveillement. L'écran, ça lobotomise, ça met sur pause, ça met sur ne vis pas, no life, ne vis pas. Ça arrête la vie. C'est tout le contraire de l'âme de la délivrance. C'est tout le contraire de toutes ces forces de vie qu'ont en eux ces enfants. La télé, les écrans, les smartphones et tout ça, stop le devenir de l'enfant, stop toutes ces énergies. Et c'est très mauvais, très très mauvais. Ça empêche l'enfant de vouloir, d'avoir envie de réaliser quelque chose, envie de construire un château de sable, avoir envie de faire, je sais pas moi, une salade, avoir envie de faire des choses, planter des fleurs. L'envie est coupée, comme un drogué, comme la drogue. Quand quelqu'un prend de la drogue, plus rien ne l'intéresse. Plus rien. Tu peux lui parler de ce que tu veux, lui montrer les photos de ton dernier voyage à je sais pas où, à Shanghai. Regarde cette merveille de la nature. Ma drogue. T'as de l'argent? Ma drogue, elle est où? Tu sais où il y en a? T'en as sur toi, je suis sûr que t'en as. C'est la drogue. D'accord? Donc la drogue empêche l'être de vouloir. Ça stoppe la volonté d'être de la personne. Et ces écrans, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec nos enfants. Ils sont en train de leur stopper leur volonté et de leur mettre à la place, dans la tête, des volontés qu'ils n'ont pas. YouTube, tous ces trucs et tout. Maquille-toi, fais des trucs bizarres, des trucs horribles, leur met des idées dans la tête. Mais que jamais un enfant n'aurait pu penser à des choses comme ça, si ce n'est en tombant sur YouTube. C'est des choses terribles, des choses terribles. Des choses terribles. Encore avec la télé, et encore, je suis anti-télé, mais anti-télé. J'ai été vraiment témoin des séquelles que ça pouvait apporter sur les êtres, et donc je suis vraiment anti-télé. Mais encore avec la télé, il y avait encore ce filtre de interdit aux moins de 18 ans, interdit aux moins de ça, et encore ce qu'on montrait pour les plus de 18 ans, etc. C'était encore des choses, bon, normatives, on va dire, plus ou moins. Mais alors, Internet, c'est-à-dire que l'enfant est vraiment laissé à lui-même, quoi. Laissé à lui-même, il peut en un clic, ou même des fois c'est une pub qui apparaît, tu mets je sais pas moi, une vidéo d'un dessin animé, et tout d'un coup une pub qui apparaît. Des choses, c'est des choses qui n'ont plus de limite, la folie n'a plus de limite. Et toi, nous, on met notre enfant, vas-y, va à la maison close, jamais on n'aurait pensé envoyer un enfant dans une maison close, c'est évident. Et quand on les met on leur laisse un smartphone entre les mains, c'est ce qu'on fait. On les emmène dans les pires endroits, les pires égouts du monde, quoi. Les pires égouts du monde, tu vas tomber dessus sur YouTube, sur Facebook, sur Internet. Donc c'est vraiment la base déjà pour protéger cette volonté d'être des enfants, c'est déjà pas d'écran, et on peut le faire. On peut le faire par amour pour nos enfants. Par amour pour nos enfants. Se rendre compte que nous sommes accros, pas nos enfants. Nous sommes accros. Et c'est à nous de nous faire un travail sur nous, de nous sevrer. On se rapproche de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est aussi la course contre le Hametz, la course contre tout ce qui est pain levé, enfin, Hametz, tout ce qui rentre dans la catégorie de Hametz.
de ce qui n'est pas cachère pour Pessah. Et donc, c'est le nettoyage de la maison, et c'est aussi le nettoyage de soi, de toutes ces comment dire, toutes les... Nous étions, donc le peuple juif, nous étions en Égypte, nous étions esclaves, voilà. Donc tout l'esclavagisme, c'est la fin de l'esclavagisme, la fin de l'esclavagisme. La fête de Pessah fête la sortie de l'esclavagisme. La liberté, c'est une fête qui a des forces spirituelles très très fortes concernant la liberté. Donc c'est la fête pendant laquelle le Créateur envoie des ondes dans la tête, dans le cœur, je ne sais pas comment ça marche exactement, pour nous faire le plus prendre conscience des choses auxquelles on est accro. Et il envoie des forces spirituelles très très fortes pour sortir de cet esclavagisme. C'est le cadeau du mois de Nissan. C'était Rosh Chodesh là, hier soir. Et donc c'est ce mois-là. Tout le mois de Nissan a cette capacité à nous faire sortir de l'esclavagisme. Ça peut être l'esclavagisme de nos mauvais traits de caractère, ça peut être l'esclavagisme à des choses, des systèmes, des moyens technologiques, des choses extérieures à nous, le fait de fumer, le fait d'avoir des habitudes qui sont mauvaises pour nous, qui vont contre la loi de la Torah, faire des choses qui ne nous vont pas, puisque un juif, quand il fait des choses contre la Torah, des choses qui vont contre la Torah, il fait des choses contre lui finalement. Il agit contre lui-même. Parce que lui-même est fait pour agir d'après la Torah. Même s'il est très éloigné, même s'il n'a aucune connaissance de la Torah, il est fait pour réaliser la Torah, pour aller d'après la Torah. Donc quand il agit contre la Torah, il agit contre lui-même finalement. Donc Pessah, c'est la fête qui va vraiment, même si tu n'as pas vraiment conscience de qu'est-ce que c'est Pessah, qu'est-ce que c'est, j'ai pas compris, les matzot, on mange des matzot, j'ai compris, on mange pas de pain, j'ai compris. Mais même si on n'a pas trop conscience, ces forces spirituelles sont présentes. Et elles nous aident à sortir d'Égypte. Elles nous aident à sortir de notre esclavage intérieur. Donc, on peut y arriver. On peut y arriver. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à faire sortir ces écrans de chez soi. Aucune raison. Si le partenaire, si le conjoint n'est pas d'accord, priez. Priez le Créateur. Mon Dieu, je t'en supplie, aide-nous à faire sortir ces écrans de la maison. C'est en train de tout nous bousiller. Ça bousille le couple, mais d'une façon puissante. Et ça bousille toute l'éducation des enfants. Donc ça ne sert à rien, sincèrement. Ça ne sert à rien de se renseigner au niveau de l'éducation, de demander conseil au niveau de l'éducation, de lire des livres d'éducation, si on a chez soi des écrans. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ça veut dire que ça nous exempte d'étudier l'éducation, non. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire ça. Je dis ça dans le sens que ça veut dire que déjà, numéro 1, je fais sortir les écrans. Parce que les écrans vont aller contre l'éducation. Toutes les briques que je vais mettre, tout ce que je vais essayer de construire pour éduquer mes enfants, pour leur donner des bonnes bases, pour leur donner un bon chemin dans la vie, d'accord, des bonnes forces dans la vie, ces écrans-là, ce smartphone, merci pour les partages, merci beaucoup. Mouah, merci beaucoup. C'est vous qui faites vivre les vidéos. Merci. Et vos likes et vos commentaires positifs. Je vous remercie les filles. Mamache, merci. Ces écrans-là, tu fais le travail et ils te détruisent, ils te cassent le travail derrière. Le travail que tu fais maintenant de parler à ton enfant, de le protéger, de ne pas dire des gros mots devant lui, de ne pas faire venir chez toi des gens néfastes, de ne pas faire venir chez toi des gens bizarres, pour leur donner une belle image, pour pas qu'ils voient des choses choquantes, et non, je ne veux pas leur montrer ça. Et hop, l'écran, et c'est fini. C'est fini, ça y est, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Ça montre des choses terribles. Les écrans, les smartphones, etc. Ça montre des choses terribles. Donc ça casse l'éducation. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire on ne peut pas espérer construire quelque chose si on a dans sa maison des écrans. C'est comme construire sur du sable mouvant. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que donc je prends l'option écran et donc je suis exemptée d'éduquer mes enfants. Non, on a tous les parents juifs, on a cette grande responsabilité de donner le meilleur à nos enfants. Mais attention, le meilleur, c'est pas le meilleur de ce que la société veut nous faire croire, de ce que les médias veulent nous faire croire. Ils nous donnent une image où fais ça pour ton enfant, fais ça pour ton enfant, fais ça. Et en vérité, ce sont des choses qui desservent les enfants. Souvent,
si on suit, si notre source d'information c'est le smartphone et la télé, d'accord, on va vouloir faire des choses pour nos enfants qu'on a vues dans les films, dans les feuilletons, dans les séries, qui ne sont pas bonnes pour eux en vérité, qui ne sont pas bonnes pour eux. Des choses qui ne sont pas primordiales pour eux. Et pire, des fois, elles les desservent, d'accord? J'ai vu à la télé une maman super fashion, avec son enfant super fashion, et ils passent toutes les semaines à aller chercher la dernière collection pour enfants, Dior, Dolce Gabbana, et tu vois l'armoire de l'enfant, une douzaine de paires de chaussures, une douzaine de cravates, et un costard comme ça, et l'enfant il est top, nickel top, il connaît tous les noms de créateurs et tout, et après tu éteins la télé et tout, tu regardes l'armoire de ton enfant, tu dis ouais, oh là là, ça manque de chaussures, et ça manque de vêtements, et en vérité, ce surplus de vêtements, ce surplus de chaussures, ce surplus de matérialisme, d'accord, tu es tes chaussures, d'accord, tu apprends à ton enfant à se sentir représenté par ses chaussures, d'accord, c'est un peu être à côté de ses pompes. Tu es représenté par ton costard, arrange ta cravate, arrange tes cheveux, d'accord, c'est ton image, tu n'as que l'extériorité, tu n'es qu'en extériorité, qu'en représentation. Rien de profond, rien aucune valeur, aucun don, aucun rien. Et bien c'est très néfaste pour l'enfant. Et en plus de ça, ça force la mère à être redoublée dans sa consommation, à être une grande consommatrice. Et c'est connu que quand on est très consommateur, ça aussi c'est un des esclavages de la vie de l'être dans ce monde, dans lequel on peut tomber et duquel on peut se ressortir sans aucun problème. Il suffit juste d'une prise de conscience et de comprendre à quel point c'est pas ça qui va nous apporter le bonheur dans la vie. La surconsommation, le fait de vouloir beaucoup consommer pousse forcément à beaucoup travailler. D'accord, la vie est chère, mais on t'a pas demandé de vivre en pleine capitale et de changer la penderie de tes enfants toutes les 4 fois par mois, 4 fois par an, parce que la saison change et parce que la mode change. Et on t'a pas demandé toutes ces choses-là. Qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé? L'écran. Donc tu fais la volonté de l'écran. Donc quand tu fais la volonté de l'écran, tu vas forcément contre la nature de tes enfants. Tu vas forcément, parce que la neshama de tes enfants, l'âme de tes enfants, le meilleur moyen, le meilleur mode d'emploi pour les aider à se construire, pour leur donner ce qu'il y a de bon, c'est la Torah. Et à l'écran, on parle de tout sauf de Torah. On parle de tout sauf de Torah. Si tu veux savoir ce qu'une personne juive doit faire, tu dois faire exactement le contraire de ce qu'on te dit à la télé et dans les smartphones et sur Facebook, etc. Exactement le contraire. La Torah va te dire, suffis-toi de peu. Miwashir à sa mère Beralko. Qui est celui qui est riche? Celui qui se suffit de peu. Celui qui, quand il ouvre son armoire, il remercie pour ce qu'il y a. Il n'est pas en train de se concentrer sur ce qui manque, d'accord? Et je viens de voir cette émission-là avec cette japonaise qui est une accrue, super accro au marque et à toutes les Balenciaga dans toutes les couleurs. Le sac Balenciaga dans toutes les couleurs possibles et dans tous les tissus possibles. D'après tout ton armoire et tu vois ton petit sac en tissu avec une petite tour Eiffel, vive Paris et tout. Ah ouais. Et du coup, ça frustre. Et une maman frustrée, une maman qui ne voit pas ce qu'elle a, malheureusement, ça fait qu'elle tombe dans un marathon d'une course après l'argent, d'une course après les achats, une course après les soldes, les achats, les sorties, les échanger, le ticket, le machin, les habits, attention la tâche, arrange-toi, la chaussure, et je l'ai payé super cher, attention, et mets ta veste à son endroit, sinon je t'achèterai plus de veste. Et tu vois tout ce stress, moi je vous dis, je vous ouvre mon cœur. Une des choses qui m'a le plus aidé à faire un lâcher-prise sur tout ça, sur toute cette extériorité, toute cette matérialité. Il y a plein de choses qui m'ont aidé, que le Créateur m'a envoyé sur mon chemin. Mais entre autres, ce petit détail dont je viens de me rappeler, c'était à la période, je crois, de Pessah ou peut-être de Sukkot, je ne sais plus. Et on nous a invités à faire une petite balade dans un endroit en Israël, dans un yishuv, c'est-à-dire dans un village. Et pour accéder à ce village, il fallait passer par un endroit où il y avait plein de prairies comme ça, avec rien. Des prairies avec rien du tout. Et de temps en temps, il y avait une maison comme ça, une maison vraiment rudimentaire, des maisons toutes simples, avec des enfants qui courent autour de leur maison comme ça, ou des enfants qui jouent avec des brebis.
des habitants juifs, bien sûr. Et donc, je regardais à droite et à gauche ces maisons. Et à un moment, on passe devant une maison. C'était trop beau, c'était trop beau. Il y avait deux petits qui s'étaient construits une mini souka à l'extérieur de leur maison. Et ils étaient en train de kiffer. Et il n'y avait rien. C'était quoi? C'était deux murs avec, enfin, deux bouts de bois avec un tissu. Enfin, pas du tissu, des feuilles. Et ils étaient sous leur petite cabane. Et ils étaient habillés d'une façon tellement simple, un petit jogging tout simple. Et des belles péotes, et une belle kippa comme ça tricotée par leur maman très certainement. Cette image de la simplicité avec des brebis qui passaient à côté. Ils étaient libres, ces enfants. Ils étaient libres. Quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai vu la liberté devant mes yeux. J'ai vu ça. J'ai dit, je veux que mes enfants soient libres. Dans mon cœur, très fort, j'ai dit, je veux que mes enfants soient libres. Je veux arrêter de leur imposer les tenues de Shabbat trop étriquées. On ne dit pas, bien sûr, il faut mettre une belle tenue le Shabbat. Mais les tenues étriquées où tu reprends 20 fois ton fils sur le chemin de la synagogue, ne cours pas, tu vas salir ton pantalon. Ne cours pas, tu vas salir tes bottes. Ne cours pas, tu vas salir ton truc. Je viens de le laver, je viens de le repasser. Eh ben arrête de laver, arrête de repasser. Arrête de repasser. Laver, non, on n'a pas le choix, mais encore que des fois, on lave beaucoup. Hein. On lave beaucoup, avant, il n'avait pas autant. Non, bon, chacun avec sa propreté, mais repasser, c'est... Moi, j'ai entendu une fois une femme dont le métier est d'aider les familles nombreuses à mieux s'organiser pour être moins stressées. Et elle a donné une loi en or, je trouve ça extraordinaire. Ne faites jamais rentrer chez vous des vêtements qui demandent à être repassés. Maximum, le père qui veut ramener des chemises, il n'y a pas de problème. Mais pour les enfants, il y a deux styles, il y a deux types de tissus dans le monde. Il y a les tissus qui se froissent quand tu les laves, et puis il y a les tissus qui ne se froissent pas, ou à peine quand tu les laves. D'accord? Donc ces tissus ont juste besoin, ceux qui ne se froissent pas, ont juste besoin d'être pliés rapidement et mis dans l'armoire et c'est fini. Et si c'est un peu froissé, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Donc il y a des choses, des fois on prend sur soi des choses, vas-y on repasse jusqu'à 1h du matin, et après on est stressé avec les enfants. Je t'ai lavé ton truc, je t'ai repassé, ne mets pas tes pieds dans la boue, ne cours pas ta cravate, ton truc, ça va, lâche-le, au nom de Dieu, au nom du ciel, lâche-le. Parce qu'il est en train de devenir, Je ne dis pas, si le papa a ce vocabulaire, on a le droit de le laisser avoir ce vocabulaire. Si les grands-parents ont ce vocabulaire, ils ont tout à fait le droit d'avoir ce vocabulaire, et c'est même bien, comme ça, au moins il y a la voix autoritaire. Mais pas maman, parce que tout le monde s'y met. Ah, tes chaussures, ton cravate, ta boue, la boue, truc, tes cheveux, t'as des poux, t'as des trucs et tout. Bon, les poux, je dis pas, il faut s'en débarrasser, bien entendu. Mais c'est pour dire que t'es pas obligé de faire ressentir à l'enfant tout le temps qu'il a des poux. Tu peux t'occuper de ses poux, mais c'est pas tout le temps obligatoire de parler de ses poux. Et est-ce que t'as des poux? Et encore, il a des poux, il a des poux, il a des poux, il a des poux. Il entend qu'une chose, qu'il a des poux. Donc c'est pas terrible pour l'enfant, pour l'image de soi. Et donc, tu dois t'occuper de ces poux, bien sûr. Mais voilà, si les parents, les grands-parents, tout ça ont ce vocabulaire, il n'y a aucun problème. Aucun problème, ça n'aura aucun effet néfaste sur les enfants. Mais si la maman rentre dans cet état d'esprit, de vocabulaire, de stress, de commissariat, de je t'ai rangé, ne bouge pas, ne truc pas, ça et tout, c'est la fin de l'enfance. C'est la fin de l'enfance. C'est comment ne pas leur permettre d'être des enfants, jamais. Et quand on ne permet pas à des enfants d'être des enfants, eh bien, le jour où l'heure sonnera, où ils devront être des adultes, malheureusement, ils auront du mal à être des adultes. Là, ils se diront, c'est le moment d'être un enfant. C'est le moment d'être un enfant. Des fois, on voit des gens, des adultes, 40, 50 ans, 60 ans, ils font des choses inattendues. Ils font des choses un peu pas très loyales, pas très responsables. Je comprends pas, il n'est pas du tout responsable, et pourquoi il a manqué à ses responsabilités. Il faut voir l'enfance, il faut voir dans l'enfance. Est-ce qu'on lui a permis d'être un enfant? Et c'est là où le peuple juif vient apporter une grande lumière dans le monde. Parce que le monde entier tombe dans ce piège. Le monde entier se trompe là, juste là. Juste là. Et même quand des fois ils ont une philosophie qui a l'air de vouloir permettre à l'enfant de vivre son enfance, il y a toujours derrière quelque chose, un message qui se cache de « je le laisse vivre sa vie d'enfant dans le but qu'il soit super autonome le plus vite possible ». Donc,
final, tu veux que son enfant se termine le plus vite possible. C'est ça qu'on entend. Dans les philosophies de je veux qu'il soit autonome, je le laisse, je lui permets, je suis bienveillant et tout, pour qu'il soit autonome, pour qu'il puisse gagner sa vie le plus tôt possible, pour qu'il puisse trouver un métier le plus vite possible, pour qu'il puisse emmagasiner dans son encéphale le plus d'informations possible. D'accord? Pour qu'il puisse faire le bonne figure le plus tôt possible. Donc tu veux vraiment vite que ton enfant devienne un adulte. Et là, le peuple juif vient avec la Torah, Baruch Hashem, la lumière de la Torah, et la lumière du Rav Kook, la lumière de la génération de la délivrance, pour nous dire, battez-vous. Battez-vous contre ce courant qui veut faire des enfants des adultes. D'accord? Toutes ces phrases de « Oh là là, c'est un petit adulte, oh là là, c'est un petit mec, oh là là, c'est une vraie femme. Hein. » Non, c'est pas une vraie femme. C'est pas une vraie femme. C'est encore une toute petite fille. Elle a encore besoin de beaucoup de tolérance, de beaucoup de patience, de beaucoup de câlins. C'est pas encore une femme. C'est pas encore un mec. C'est encore des enfants. Et moi, ça me rend folle. C'est toute cette mode cette mode vestimentaire de l'enfant qui déguise l'enfant en un adulte. Très souvent, tu as mère et fille, tu sais, père et fils, tous ces trucs. Non, des fois c'est magnifique, des fois c'est très beau, des fois c'est vraiment enfantin pour l'enfant. Mais des fois tu vois des pubs comme ça où tu as l'enfant, on dirait qu'il va aller travailler à la bourse quoi demain. La cagole, enfin comment dire, la kangole comme ça, je sais pas comment on appelle ça, la petite casquette, la petite cravate, la petite ceinture, les chaussures en croco, le truc, et c'est le même que son père, mais oh là là, c'est un vrai petit mec, oh là là, c'est un petit homme et tout. Non, c'est pas du tout un petit homme, il a encore beaucoup de chemin, encore beaucoup de chemin. C'est un bébé, c'est un enfant, c'est un petit enfant, et il doit être traité en tant qu'enfant. D'accord? Les gens veulent vite arriver, ça y est, c'est là déjà la crise de l'adolescence, ça commence très tôt chez nous, mais pas du tout. On veut nous effrayer. On veut nous effrayer avec cette crise d'adolescence, on nous parle de cette crise d'adolescence comme quelque chose d'effrayant, et tu sais, ça commence tôt, et c'est des signes de préadolescence. Arrête, ne te fais pas de film. Arrête de te faire des films, c'est des enfants, ils agissent en enfants, et il ne faut pas être trop sévère, trop chercher le mot bizarre, la réflexion, attends, pourquoi il m'a parlé comme ça, et pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi il me manque de respect. Laisse couler. Il y a une phrase qui dit « Al titragesh me'ara » quand l'enfant fait quelque chose qui a priori peut te déplaire, qui a priori peut t'énerver, qui a priori pourrait être pris comme quelque chose comme un manque de respect, regarde ailleurs, fais comme si tu n'as pas entendu, pense à autre chose, ne te concentre pas sur ça, ne va pas te faire un film maintenant. S'il m'a répondu comme ça veut dire que dans quelques jours, ça va devenir un adolescent, ça veut dire que déjà, il va s'énerver contre moi. C'est ça en fait, c'est ça, quel argumentaire les gens apportent pour légitimer une éducation sévère et stricte, avec des limites, avec de l'autorité, hein. C'est quoi? C'est que si c'est pas maintenant, après, tu vas te faire bouffer. Tu donnes ça, ils te prennent ça. Voilà, c'est leur argumentaire. Ils veulent t'effrayer. Ton enfant est un criminel. Ton enfant est un profiteur. Ton enfant va te marcher dessus, va t'écraser. Ton enfant va se servir de ta gentillesse contre toi. Mais imaginez comment c'est vicieux. Ces étiquettes qu'on va coller sur nos enfants, ces images qu'on veut donner à nos enfants. Imaginez comment tu veux qu'un parent puisse vivre des moments de paradis avec ses enfants, des moments de sérénité, de tranquillité avec ses enfants, de joie, de bonheur, de famille, de famille, des moments de câlin, d'amour, de chaleur, de tolérance, d'amour sans intérêt. C'est pas parce qu'il a passé le balai que je vais l'aimer plus. Ou s'il n'a pas passé le balai, je vais l'aimer moins. Non, je l'aime toujours autant. Amour inconditionnel. Comment tu veux aimer inconditionnellement quand on te ramène des histoires pareilles, des craintes pareilles, de si tu mets pas le poing sur la table maintenant, après ça sera trop tard. C'est n'importe quoi. C'est des phrases qui n'ont ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. C'est juste là pour faire peur aux gens. Surtout ne perds pas ton autorité. Ne perds pas ton ordre hiérarchique sur la pyramide. Mais t'inquiète pas, ton ordre hiérarchique sur la pyramide, tu ne le perds pas. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, t'a fait parent. Tu es sur la tête de la pyramide. T'as pas besoin de te battre pour ça.
Par naissance, par essence, physiologiquement, tu es à la tête de la pyramide. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, de faire ressentir à l'enfant, parce que si pendant un millième de seconde, tu ne fais pas ressentir à l'enfant que c'est toi qui es au-dessus de lui, eh ben, ça sera plus évident pour lui. T'inquiète pas, ça reste évident. Pour lui, pour toi, ça reste évident. Mais c'est pas pour autant qu'il faut retirer la chaleur à l'enfant, qu'il faut commencer à devenir son policier, et qu'il faut commencer à avoir un sifflet à la bouche, et tout ce qui sort de la ligne, tout ce qui fait un écart, et ben un sifflet, ah, je t'ai vu, t'as pas fait ce que je t'ai dit, t'as fait ce que je t'ai dit, tu m'aimes pas, pourquoi tu fais pas ce que je te dis? Il faut pas faire de liens comme ça, sentimentaux, d'accord? S'il fait pas, c'est qu'il m'aime pas. S'il me répond, ça veut dire qu'il m'aime pas. S'il me répond pas, ça veut dire qu'il m'aime pas. S'il me fait pas un câlin à moi en premier, ça veut dire qu'il m'aime pas. S'il court chez papa d'abord, ça veut dire que moi, il m'aime moins. Faut arrêter de se faire des films. Faut arrêter de se faire des films. Un enfant ne calcule pas. Un enfant ne fait pas de calcul. J'aime plus, j'aime moins. Je veux faire exprès, je veux me moquer, je veux profiter de la situation. Un enfant n'est pas calculateur. Nous, on en fait. On imagine, on croit, on s'imagine. Mais ils ne sont pas calculateurs en vérité. Du tout. Du tout, du tout. Donc un enfant ne le fait jamais exprès aussi. Ça, c'est important à le savoir. Un enfant ne fait jamais exprès. Un enfant n'est pas manipulateur. Un enfant n'est pas manipulateur. Ça, il faut vraiment beaucoup se le répéter, surtout ces derniers temps, avec toutes les choses qui courent, avec toutes les images qu'on veut mettre sur les enfants, avec tous les... Un enfant n'est pas manipulateur, Chas Shalom. Un enfant a une candeur. Un enfant est innocent. Et il peut le rester jusqu'à l'âge adulte. Il n'y a pas un moment où il est innocent jusqu'à l'âge de 11, 12, 13, de machin. Après, c'est fini l'innocence. Après, tu sais, avec les images, les itels, les trucs dans la tête. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu fais rentrer sous ta maison le diable, alors peut-être que tu vas devoir prendre en considération ce genre de phrases. Mais si tu les protèges, d'accord, c'est terrible. Imaginez comme c'est vicieux. Les parents font rentrer sous leur toit des informations extrêmement néfastes pour leur enfant, et après, ils ont une mauvaise image de leurs enfants. Ouais, je suis sûre qu'il a fait exprès, je suis sûre qu'il pense à ça, je suis sûre... Mais c'est normal, tu lui as fait rentrer ces informations sous la maison, sous ton toit. Si tu ne l'avais pas fait rentrer ces informations sous ton toit, tu ne serais jamais allé imaginer qu'il a cherché à faire un truc, à te mentir, à faire comme ça, à faire comme dans le film, à faire... Jamais. Jamais. Et les enfants ne demandent que ça, qu'on les protège, qu'on soit un vrai filtre, une vraie couche d'ozone. D'accord? C'est pas pour rien ces derniers temps qu'on parle beaucoup de la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, est-ce qu'elle fait son travail? Est-ce que... D'accord? La couche d'ozone, c'est la mère juive. La mère juive, elle fait le filtre. Et tous ceux qui vous disent c'est impossible, on peut pas, c'est trop dur, on peut pas ne pas donner Internet à un enfant d'1 an, il est déjà accro. Il faut avoir un peu plus, croire un peu plus en la force de nos enfants et en la capacité à s'émerveiller d'autre chose que d'un écran. D'accord? C'est pas parce que nous, on a perdu tout espoir de s'émerveiller d'autre chose, on a du mal à regarder le ciel et écouter les oiseaux cuicuiter parce qu'on est tout le temps connecté à ce truc, que nos enfants en font autant. Nos enfants ont toute la vie devant eux pour se construire et s'émerveiller de tout. Donc ils ne sont pas accros. C'est pas parce qu'ils pleurent et qu'ils hurlent parce qu'ils veulent le téléphone que ça veut dire qu'ils sont accros au téléphone. Ça aurait pu être un autre objet. Une bouteille d'eau. Ils ont l'habitude de jouer avec une bouteille d'eau, tu lui retires la bouteille d'eau, il va hurler. Un bonbon, une sucette, il va hurler. Ça ne veut pas dire qu'il est accro à la chose. Ça veut juste dire qu'il a vu la chose et donc il l'a voulu. Mais s'il ne la voit pas, il ne la veut pas. Il ne la veut pas. Donc il est encore temps de faire mamache, de faire sortir tout ça de la maison. De faire déjà pour eux, pour les protéger, et nous, parce que ça nous rentre des informations dans la tête, des images, des films, des trucs et tout, des chemins de pensée qui finalement, au final, ça se retourne contre nous. On souffre de tout ce qu'on voit qui n'a pas d'intérêt, tout ce qui est vain, tous les films, toutes les séries, la vie des vidéos, Facebook, tous ces trucs, Instagram, tous ces trucs-là.
on souffre de ce qu'on voit. Nous, on s'expose et on en souffre après. Parce que ça nous met des idées parasites dans la tête, des images parasites dans la tête. Ça nous rend frustrés. On veut plus, on veut consommer plus, on veut autre chose, on veut un mari qui ressemble à l'acteur, on veut autre chose. Et ma copine, elle a fait une super bat mitzvah, une super bar mitzvah, un super mariage, un super truc, et moi, ah là là, ma copine, son mari, son copain, il m'a fait une demande extraordinaire. Mais moi, tant que j'ai pas la demande, je dis pas, je me marie pas. S'il me fait pas la demande comme ma copine, je me marie pas. Il y a des gens qui se marient pas parce qu'on leur a pas fait la demande grandiose. Imagine. Parce qu'elles ont été déçues de la demande. C'est tout, c'est ça la demande. J'ai vu mieux, j'ai vu des vidéos de demande incroyables. Ça rend fou, on souffre de ce à quoi on s'expose. On souffre. Donc bien entendu qu'il faut protéger les enfants. Bien entendu qu'il ne faut pas leur laisser ça entre les mains. Et je sais que ça permet d'avoir le silence à un moment donné. Ça permet de pouvoir faire un super Shabbat. Ça permet de pouvoir s'adonner à ce qu'on a envie de s'adonner. Parce qu'ils ont entre les mains les smartphones, Internet et tout ça. Donc ça permet de faire ce qu'on a envie de faire. Mais ça coûte trop cher. J'ai envie de vous dire que ça coûte trop cher. Trop cher. Trop cher. Trop cher. Ça vaut pas le coup. Mais j'ai pas le choix, je suis obligée de travailler, je suis obligée de travailler de là, je suis obligée de faire ça, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Avant de mettre un écran entre les mains de ses enfants, on a toujours le choix. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais? Après quoi je cours? Qu'est-ce qui me met dans un tel état que je me sens obligée de refiler des écrans à mes enfants? Qu'est-ce que c'est? À ce point, je ne peux pas passer un moment avec eux. À ce point, il faut absolument que j'impressionne tous les invités avec plein de salades. Et donc, plein de salades, ça demande plein de courses. Et plein de courses, ça demande des enfants silencieux. Et qui dit enfant silencieux, ben forcément écran. Pourquoi? Après quoi je cours? Après quoi je cours? Remettre les choses en ordre. L'échelle de priorité doit retrouver son ordre. Doit retrouver son ordre initial. Les enfants avant tout. Les enfants avant tout. Il y a des périodes, quand la femme elle vient d'accoucher, il y a des périodes dans la vie comme ça où la femme peut-être se sent un peu faible. Il vaut mieux des fois acheter tout prêt. Et je ne dis pas qu'il faut tout le temps se reposer sur les achats, la nourriture prête. Je ne dis pas. Faire la challah, par exemple, faire le pain pour le Shabbat, c'est une ambiance. C'est vraiment le kiff du Shabbat. Mais des fois, on va devoir se retrouver à acheter tout prêt. On va des fois se retrouver à devoir avoir la maison un peu sale. Mais ne pas aller chercher des choses trop élevées sur le prix des enfants. D'accord? Ce ménage, cette maison catalogue, toutes ces salades sur la table, tout ce repas incroyable, tout ça, ce que j'ai réussi à faire, ça m'a coûté 8 heures d'exposition sur des smartphones. 4 heures d'exposition devant la télé. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Le prix n'en vaut pas la chandelle, je vous assure. Le prix n'en vaut pas la chandelle. Maximum, je sais que le docteur Aboulafia, il a expliqué qu'il n'avait pas d'écran chez lui du tout. Il est pédopsychiatre pour enfants et Rav aussi, expert en éducation, expert en couple. Et donc il dit qu'il n'a pas d'écran chez lui. Le vendredi, il a un ordinateur portable du travail. Le vendredi, il ramène cet ordinateur portable du travail. Chez lui, ils ont le filtre Internet, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller voir tout ce qu'on veut sur Internet. Et il permet à ses enfants d'aller voir 1 ou 2 dessins animés cachers le vendredi. Voilà. Lui, il a dit, moi, c'est la mesure que je me donne. 1 ou 2 dessins animés le vendredi. Et toute la semaine, il n'y a pas d'écran dans la maison. Parce que quand les écrans sont dans la maison, c'est très difficile de tenir. C'est très difficile. Les enfants demandent. Tu peux pas, t'as l'écran, des fois t'as des situations, tout le monde pleure, tu viens d'accoucher, tout ça. Bien sûr, n'importe qui appuierait sur l'écran pour que les enfants se calment, bien sûr. Donc, se rendre ce service, sortir les écrans de la maison, Et s'il faut discuter avec le mari, lui parler, lui expliquer le prix que ça coûte, avoir une discussion sur ça avec amour, avec respect, mais sensibiliser sur le sujet. Et en tout cas, prier en souterrain. Les prières font toujours un travail extraordinaire en souterrain, d'accord, pour qu'on puisse assainir la maison de ces écrans. Moi, je me sers de ce smartphone donc pour les vidéos, mais c'est pas mon téléphone.
Ce smartphone, la plupart du temps, n'est pas entre mes mains et j'ai mon téléphone cachère sans Internet. Parce que si j'avais Internet sur mon téléphone, j'aurais pas la force toute la journée de me battre avec mes enfants pour pas qu'ils aillent sur Internet. J'aurais pas la force. Il y a déjà tellement de choses sur lesquelles il faut tenir et tout ça. Si en plus j'avais la facilité Internet sur mon téléphone à bout de main, c'est impossible. C'est une bataille continuelle. Donc moi, je pense que la force et l'intelligence, c'est de passer au téléphone cachère. C'est de passer au téléphone cachère. Des fois, tu peux mettre, je sais pas, quelques applications, Torah Box, ça, cours de ça, quelques cours de Torah, et tu as tes cours de Torah, et il n'y a pas Internet à part ça. Il n'y a pas de possibilité d'aller sur Internet. Donc les enfants, maximum, ils jouent avec ça. Même ça, c'est pas top. D'accord? Parce qu'il y a photo, et je me photographie, et je te photographie. Même ça, c'est pas top. D'accord? Même ça, on ne peut pas les laisser indéfiniment avec ça entre les mains. Mais si jamais ça tombe entre leurs mains, au moins les risques sont minimisés. Il n'y a pas cette bataille tout le temps. Va pas sur Internet, attends, je cache, attends. Non, il n'y a pas maintenant, attends, parce qu'il y a une pub bizarre et tout. Ça y est, l'enfant, au bout d'un moment, c'est quoi une pub bizarre? Qu'est-ce que c'est? Et après, il a envie de regarder, ça éveille sa curiosité. Donc, moins on parle de ça, moins on évoque le sujet des feuilletons, des films, des dessins animés, tout ça, des écrans, moins c'est dans leur cervelle, dans leur cerveau, mieux on s'en sort. Mieux on s'en sort. Parce que quand ils ont entendu, après, c'est très difficile pour eux de se retenir. C'est normal. Déjà, pour nous, c'est difficile de nous retenir. Alors, c'est normal que pour eux, c'est difficile. S'il y a des écrans dans la maison, c'est impossible. Moi, j'entends les gens, des fois, ils donnent la technique 4 heures par semaine. Donc, ça veut dire que tu as des écrans chez toi. D'accord? Donc, ça veut dire que toutes les fois où les enfants veulent aller sur l'écran, mais comment tu fais? Tu te bats avec eux. C'est très néfaste. Ce rapport frontal avec les enfants, il faut éviter au maximum. Éviter. Il faut enlever les choses néfastes. Par exemple, si tu veux pas de nourriture malsaine, retire tout ce qui est malsain. Moi, j'ai développé un réflexe très rapide. Dès qu'il y a des trucs, du sucre, des trucs pas barils, je mets dans un sac et je ferme le sac. Et je le mets dans mon armoire au cas où mon mari me demande quelque chose qu'il avait acheté le pauvre et que j'ai mis dans le sac par erreur. Et si mon mari ne réclame rien, après je l'amène à la poubelle. C'est arrivé qu'entre-temps ils aient découvert le sac. Mais voilà, tu vois le réflexe vaut mieux dans le sac que dans leur ventre. Vaut mieux dans le sac que des dents bousillées. Ben pareil pour les écrans. Enlève. Qu'ils aient pas ça devant les yeux. Que ça soit pas une bataille maintenant. Une bataille frontale. Touche pas. Pareil, si tu as des choses fragiles dans la maison, des choses auxquelles tu tiens énormément, un vase, et que tu es tout le temps là en train de te disputer avec tes enfants, pas le vase, prends le vase, mets-le une trentaine d'années dans ton marsan, ou une vingtaine d'années, c'est toi qui vois. Laisse le temps aux enfants de grandir, d'accord? Et encore, après, il y aura les petits-enfants, si Dieu veut. Et après, tu ressors ton vase. C'est dommage. C'est dommage de rentrer dans un rapport frontal permanent avec les enfants sur des choses comme ça dans la maison qui sont à portée de leurs mains. C'est dommage. La maison, c'est le terrain des enfants aussi, avant tout. Donc, même pour soi, pour se faciliter les choses, même pour la sérénité de la femme, la tranquillité de la femme. Tu vas rentrer en dispute toute la journée. Et si ton mari te dit ouais, pourquoi t'as enlevé le sucre, pourquoi t'as enlevé les écrans, pourquoi t'as enlevé ça, eh ben, discutez. Parlez le soir quand les enfants sont couchés. Mon chéri, regarde les dents de notre enfant, quoi. C'est-à-dire, regarde comment il est accro à l'écran. Je sais pas, jusqu'à où on va aller. Mais jusqu'à où on va aller. J'ai vu des enfants raconter des histoires personnelles. J'ai vu des enfants accros au truc et ils répondent plus à leurs parents, ils mangent plus, ils ont envie de plus rien. Je veux pas que nos enfants arrivent à ça. Je veux pas. Et je crois pas en la solution de 3 heures par jour, 2 heures par jour. Je crois pas à ça. Ça va pas en régressant, ça va toujours en augmentant. La télé, les smartphones, les écrans, ça ne va qu'en augmentant. Même pour nous, il faut prendre conscience. On doit prendre conscience. Ça ne va qu'en s'augmentant. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je sais pas si vraiment j'ai mis le doigt sur l'éducation sévère ou cool. Est-ce que le Rav Kook nous enseigne que ces Neshamot sont des âmes de Géoula, de délivrance? Il y a encore tellement de choses à dire sur ça, tellement de choses, mais c'est important de savoir que cette génération, c'est pas la génération de nos grands-parents, c'est pas les générations avant. Donc les conseils des parents, des grands-parents et tout ça, ce style d'éducation, d'accord? Parce que des fois les gens disent, moi mon grand-père, il nous éduquait au doigt et à l'œil. Moi, voilà. Donc pourquoi ne pas continuer? Voilà, mes parents, ils sont bien sortis, ils ont fait médecine et machin et dentiste et tout ça, ils sont bien sortis, d'accord? C'est pas parce qu'on a un diplôme, qu'on a un métier, qu'on est forcément
bien sorti, d'accord? À quel niveau se trouve le couple? Quel est le rapport de couple? Quel est le rapport avec les enfants, d'accord? Est-ce que je suis quelqu'un de joyeux? C'est pas parce que je suis médecin que ça veut dire que ma vie est réussie. Si je suis médecin et je suis triste, si je suis médecin et je suis orgueilleux, si je suis médecin et je suis nerveux, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans ma vie. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a un diplôme ou un métier ou gagne bien sa vie que ça veut dire que le chemin d'éducation qu'il a reçu est le bon pour mes enfants. Ça veut pas dire ça. Les générations sont différentes. Les générations sont différentes. Il faut permettre à cette génération, leur permettre d'être des enfants, de crier, de jouer, de sauter, de casser, de courir, de grimper sur les murs. Oui, à chaque fois que je le dis, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais combien? Combien? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, je veux bien, mais ça, je veux pas. Ça, le mur, je suis pas d'accord. » Il y aura toujours quelque chose qu'on voudra pas qu'ils vont faire. Toujours. Donc autant avoir le moins... Regarde, je vais vous dire. On sait beaucoup, cette génération-là, nous, on est issus de la génération consommation. C'est les catalogues, les magazines, la mode à fond, les vêtements à fond, la déco à fond. Combien de magazines de déco on a pu lire, d'accord? On a pu avoir sur notre toit. Ne serait-ce que Ikea et tous les autres magazines de déco. Et c'est toujours la maison de catalogue, la maison au top, la maison propre. Et bien ça les amis, c'est le résultat, c'est un piège du Yetzer Hara. Un piège du mauvais penchant qui a voulu nous mettre un sabotage dans notre bon déroulement à l'éducation de nos enfants. Cette image qu'il a voulu nous planter dans la tête de la maison catalogue, des murs blancs, des murs propres, de la maison propre, de la maison nickel, c'est un bâton dans les roues pour l'éducation. C'est un bâton dans les roues pour l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être laissé aller au maximum, d'accord? C'est important pour le mari de faire un effort, un quart d'heure avant qu'il arrive, vite speeder un petit peu, ranger si on peut. Si ça nous met dans un état de nerfs avec les enfants, c'est pas la peine. Si les enfants sont encore trop petits pour faire ce quart d'heure speedo, c'est pas le moment. S'il y a un enfant qui est suffisamment grand pour s'occuper de tous les enfants dans une chambre, et moi je range, mais pas sous les coups du nerf, pas ne sortez pas de la chambre, mon chéri d'amour, qu'est-ce que tu penses? Tu préfères occuper les enfants, leur faire une petite activité et moi je range la maison? Ou toi tu ranges la maison et moi je m'occupe des enfants? Ah, moi je m'occupe des enfants, je leur fais une activité. Ça peut arriver que non. Ça peut arriver qu'ils lisent un livre et qu'ils te disent « mais je veux rien faire ». C'est possible, on doit respecter, on doit accepter le non. On doit accepter le non. Pour lui et pour soi. Pour lui et pour soi. Parce que vous savez, quand on est rigide avec les enfants, quand on est sévère, quand on est strict avec les enfants, en plus de ne pas du tout leur rendre service, de ne pas du tout leur permettre de se construire, parce que c'est pas ça qui construit les enfants, c'est pas ça qui construit les futurs adultes de demain, c'est pas ça. En plus de ça, on se rend un très mauvais service à soi, parce qu'on s'habitue à être une personne rigide. Vous savez ce que c'est une personne rigide? C'est extrêmement désagréable d'être au contact d'une personne rigide, extrêmement désagréable. Pour le mari, et pour les futurs gendres et belles-filles, il faut penser à ces choses-là. Tout ce qu'on est en train de se former avec nos enfants, c'est pas que pour nos enfants. C'est aussi, nous, on est en train de se former. On est en train de se former une personnalité, on est en train de se former des traits de caractère. On est en train de développer un langage qui sera le nôtre dans l'avenir. Le langage que je suis en train d'apprendre à développer maintenant, c'est le langage qui va rester quand je vais rencontrer ma belle-fille, mes gendres, Bezrat Hashem, quand je vais même rencontrer des autres personnes, Birlal, quand je vais passer du temps avec mon mari, quand les enfants seront occupés à construire leur famille, c'est ce langage qui va perdurer. Donc si j'avais un langage de rigidité, je vais perdurer mon langage de rigidité. Et c'est terrible, c'est une souffrance pour soi, parce qu'on rentre toujours en désaccord avec les autres, et pour les autres qui sont au contact, qui sont à mon contact. Mes belles-filles, mes gendres, ils auront une belle-mère rigide. À quoi ça sert? Donc si je ne développe pas maintenant avec mes enfants ce langage de permission, de tolérance, de je ne regarde pas le mal, lol et tragesh mehara. Tu as fait un dessin maintenant sur le mur, je ne vais pas me fixer sur ce dessin. D'accord? Je vais me concentrer sur autre chose qui va.
Les enfants, les oiseaux qui chantonnent, le vent, la brise dehors, les petites fleurs qu'on poussait au balcon. Ah, des petites fleurs qu'on poussait au balcon, c'est trop beau, c'est trop mignon. Ton enfant, il vient de faire un dessin sur la peinture. Non, regarde le petit coquelicot qui vient de s'ouvrir. Mais non, mais regarde le dessin, là, la tache énorme, énorme. Ah, regarde le petit oiseau qui passe. T'as vu, on a la vue. On a la vue, on voit. Tu sens comme moi, là, t'entends comme moi. Oh, c'est beau, j'entends, je vois, je sens. Mais le dessin, là, sur le mur. 2 minutes. 2 minutes. Je lui tombe pas dessus tout de suite. Je ne lui tombe pas dessus du tout. Il a fait un dessin, c'est pas parce que je le reprends qu'il ne va pas redessiner. C'est pas parce que je le reprends. Je peux. Si je vois qu'il va dessiner sur le mur et que ça me dérange, je peux à ce moment-là l'orienter, le prendre avec mes bras. Mon chéri, mon amour, je lui donne un crayon, je lui donne une feuille, je le mets sur une chaise, sur sa chaise où il a l'habitude de manger, et je lui fais dessiner. Il n'y a pas de problème. Mais si le dessin est déjà réalisé, si la trace est déjà réalisée, si le vase est déjà brisé, sur ce moment-là, si les chaussures sont déjà esquintées, si la tenue est... Et là, c'est la rencontre surprenante, de surprise avec la bêtise de mon enfant, entre guillemets. Moi, j'appelle pas ça une bêtise, j'appelle ça des expériences. J'appelle ça comment ça s'appelle de l'exploration. Nos enfants sont des explorateurs. Donc quand pour la première fois, là, j'ai affaire à l'exploration de mon enfant, si je sens à l'intérieur que j'ai quelque chose qui monte, une colère, un nerf, quelque chose, un désagrément, à ce moment-là, faire cet exercice de regarder ailleurs, de penser à autre chose, d'oublier, faire un travail d'oublier. Regarde pas, te concentre pas sur le négatif. Et ça, c'est quelque chose qui construit la femme, qui construit l'être en profondeur. Quand je vais pas faire un zoom maintenant sur ce qui va pas, sur la tenue qui va pas, le cheveu qui va pas, la boucle, le truc. Ah, t'as mis ta boucle d'oreille, mais elle n'est pas sortie à l'autre. Tes chaussures, tes collants. Ça. Au final, t'es contente parce que quand t'arrives chez les invités, ah, c'est beau, tout le monde est beau, tout le monde est assorti. Mais à quel prix, encore une fois? Qu'est-ce que ça a coûté à ton enfant? Il s'est senti moins que rien, incapable, qui ne sait pas s'habiller tout seul. Il s'est encore trompé. Il est encore incapable de s'habiller tout seul. Il est encore incapable de choisir ses vêtements tout seul. Moi, je vais vous dire, c'est tellement important pour moi de laisser ma fille s'exprimer au niveau de ses vêtements. Et j'ai pris des remarques dans la tête. J'en prends et je continue d'en prendre. Et c'est pas grave. Je suis prête à prendre toutes les remarques qu'il faudra prendre pour permettre à mon enfant de développer son envie de s'habiller comme elle en a envie. Et bien des fois, elle est partie à l'école avec des couches de robes et de robes et de robes. Ah, mais après, la honte à la maternelle, et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est vrai, je reconnais que c'est important. Je sais très bien combien les professeurs de la maternelle qui s'occupent des enfants aiment bien que les enfants soient propres sur eux. C'est important. Un jour, il y a un professeur qui nous a dit à moi et à mon mari, je vous avoue, je suis content, votre fils est propre sur lui, parce que ce n'est pas le cas de tous les enfants. Je vous avoue que quand les enfants ne sont pas propres, ça ne donne pas envie de leur enseigner, ça ne donne pas envie d'aller vers eux, il y a quelque chose qui repousse. Donc depuis ce jour-là, je m'étais dit, ouais, c'est important. Mais il y a eu des fois où ma fille voulait absolument porter plein de robes en même temps, plusieurs robes en même temps, des trucs qui n'allaient pas du tout ensemble, et je lui ai permis. Je lui ai permis parce que je sais, en tout cas à la maison, c'est sûr que je lui permets. À la maison, c'est sûr que je lui permets. Quand elle va à l'école, c'est des fois mon mari qui va ôter une couche ou qui va raccorder un truc. Mais en tout cas, à la maison, c'est sûr que je lui permets. Le Shabbat, même quand elle va à la synagogue, je lui permets de s'habiller comme elle veut, parce que je sais que c'est maintenant qu'elle est en train de laisser aller son expression, son goût, son envie de créativité. Parce que si elle ne le fait pas maintenant, si je l'oblige comme ça, un truc, non, les collants, le truc, c'est pas sorti, ça, d'accord? Elle va être tellement cloîtrée, ça peut donner 2 chemins de possibilités après. Après, ça peut donner un manque de créativité flagrant, une peur, une phobie de s'exprimer au niveau créatif, d'être un peu original, pas forcément vestimentairement, mais parlant, mais dans la vie d'être soi-même, une phobie d'être soi-même, une phobie d'oser, parce que chaque fois que j'ai osé dans l'enfance, on m'a dit c'est pas bien, c'est pas accordé, c'est pas comme il faut. C'est un message très, très axiome, que l'enfant fait avec le fait qu'on lui dit arrange ça. C'est pas juste mince, je me suis trompée dans les couleurs, mince, elle a raison, ça sera plus joli. Je ne suis pas capable.
L'enfant se remet entièrement en question lui-même, toute son existence. Et ça peut donner aussi le fait que, justement, donc elle a la peur de s'exprimer, ou alors il va y avoir une expression trop extravagante à un âge où c'est le moment de la raison, c'est l'âge de la raison. C'est l'âge où il faut être, pour une femme juive, pudique, il faut pas chercher à trop attirer l'œil, à trop attirer le regard. Donc ça peut donner deux chemins d'école. C'est maintenant qu'il faut leur permettre d'être eux-mêmes, de s'habiller eux-mêmes, si ça leur tient à cœur. S'ils ne demandent pas, alors on peut le faire soi-même, il n'y a aucun problème. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Il y a encore plein de choses à dire sur le sujet. À très bientôt mesdames, Shavuot Tov, je vous embrasse très très fort et merci pour tous les partages.